Bonjour et bienvenue encore. Nous allons faire la suite de ce que nous avions commencé parce que beaucoup de jeunes se lamentent qu'ils ont des potentiels touristiques mais qui ne sont pas exploités. Ils se demandent pourquoi souvent la jeunesse de Massissi et de Walikale, malgré les potentiels touristiques qu'ils ont, mais qui est sous-exploité. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer à l'opinion en Afrique tout entière comment les choses se passent pour que nous puissions voir comment les potentiels que nous avons, ça peut nous servir nous tous. Nous avons dit que pour exploiter le tourisme ou d'autres secteurs, nous ne devons pas ignorer ce qui se passe dans d'autres secteurs. Parce que si une fois nous ignorons cela, nous risquons de nous buter à des problèmes. C'est pourquoi nous avions commencé par la chaîne de valeur du coltan, parce que beaucoup de gens se lamentent, beaucoup de gens ont perdu leur famille à cause des minéraux que peut-être la population locale ne bénéficie pas, mais et s'ils pouvaient bénéficier, ce sont quelques individus. C'est pourquoi nous avions parlé sur la chaîne de valeur du coltan. Nous avions expliqué au début que ce sont des creuseurs qui pratiquent l'artisanat. Peut-être ce sont des anciens qui ont travaillé dans des mines industrielles de colons, et une fois que les colons sont partis, ils sont obligés de se débrouiller, ils sont dans le débrouillardisme. Malheureusement, dans leur débrouillardisme, ils n'arrivent pas à quitter la pauvreté. Ils n'arrivent pas à quitter la situation de famine, de malnutrition, parce qu'ils ont abandonné l'agriculture pour les mines. Nous avions expliqué que même si on dit que nous avons des minéraux, mais pour les avoir aussi, ce n'est pas facile. Nous avons pris l'exemple de Obaye qui se trouve à 44 km. Là, le coltan peut coûter 2 dollars par kilo. Mais une fois arrivé à Walikale Centre, ce même minerai peut coûter 3 à 6 dollars le kilo. Ça dépend de la demande, parce que je suis en train de vous donner les observations de 2000, parce que c'est là où il y a eu une grande demande. Il y a eu la demande du coltan par les industriels qui travaillent dans l'électronique, qui fabriquent des PlayStation, qui travaillent dans des choses industrielles. Arrivé dans des centres miniers, à Walikale où il y a des comptoirs, la troisième dimension, c'est arriver en ville. Une fois arrivé en ville, ce n'est pas aussi facile. Parce que vous devez savoir que comme nous n'avons pas de fonderie, comme nous n'avons pas des industries métallurgiques, nous devons les amener dans des pays asiatiques, nous devons les amener dans des pays européens, nous devons amener en Amérique. Pour nous, 1 kilo peut coûter 2 dollars, mais une fois arrivé dans le marché international, ça peut coûter entre 700 à 1000 dollars, ça dépend de la demande. Mais le grand problème, c'est au niveau de l'Afrique. En ville, pour arriver à l'océan Indien ou océan Atlantique, vous devez traverser des pays limitrophes. Vous devez traverser des pays limitrophes, et ces pays aussi ont leurs règles.
Comme je vous ai expliqué, la route de Mombasa jusqu'à Walikale, c'est sur ces mêmes routes où ils doivent passer des touristes. C'est sur les mêmes routes où nous devons faire passer les produits agricoles comme le cacao, le café, comme la pirette. C'est sur les mêmes routes que des commerçants doivent exporter de la Chine, de l'Europe, de Dubaï, du Sénégal pour amener vers notre pays parce que nous aimons les téléphones, nous aimons la technologie, les ordinateurs. C'est sur la même route où les industriels doivent passer pour amener les machines industrielles. Donc moi, je voulais vous expliquer que nous devons faire la balance par rapport à tout cela. Parce que si nous voyons seulement notre intérêt, savoir l'intérêt des autres, c'est là où il y a des problèmes. Et sur ces mêmes routes, où va passer peut-être les armes pour nous détruire, nous, la population locale, parce que nous donnons des produits, des matières premières, pour recevoir des produits finis. Je vous ai expliqué parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi sur des carrés miniers, il y a toujours des hommes en armes. Parce que je vous ai expliqué que les creuseurs, avec leur salaire peut-être 2,8 à 3 dollars par jour pour arriver à 90 dollars, et aussi ils peuvent faire les mafias, ils peuvent cacher, ils peuvent vendre à une autre personne ou à son boss. C'est pourquoi on préfère mettre un policier ou bien quelqu'un qui va les surveiller. Lui aussi, il trouve 100 dollars parce que je vous ai expliqué, un policier de mine, il peut toucher facilement 100 dollars pour 20 creuseurs. Imaginez si c'est 200 creuseurs, combien de policiers, combien de personnes en armes nous pouvons avoir. Et vous devez savoir que le kilo de coltan en 2000 s'est négocié à 190 dollars le kilo. Et vous devez savoir, les chefs d'équipe pouvaient toucher 12 dollars les prospecteurs. L'équipe de creuseurs, 6 individus, ils pouvaient toucher 20 dollars. Les petits négociants, ils touchaient 8 dollars. Les transporteurs pouvaient toucher 1 dollar. Et celui qui quitte le village vers le centre, mais aussi les transporteurs principaux, ils pouvaient toucher 0,75. Les négociants principaux, ils pouvaient toucher 15 dollars. Et le comptoir d'achat pouvait toucher aussi 12 dollars. Et la redevance de l'État pouvait toucher 8,6. Mais aussi des militaires pouvaient toucher 2,5% les kilos. Et les frais divers pouvaient toucher 10 dollars. Et les terriers pouvaient aussi toucher 26 dollars les kilos. Donc, comme vous le voyez, chacun de nous se retrouve dans les kilos du coltan. Et ces observations, c'était en 2002. Je vous ai dit que mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990 parce que j'aimerais vous éclairer, que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai confiance à vous, je sais que vous n'avez pas encore touché à la corruption, vous n'avez pas encore touché au détournement, vous n'avez pas encore touché à quelque chose qui nuit à la société, aux rébellions. Je vous éclaire pour que vous puissiez comprendre comment les choses se passent. En fait, vous devez savoir que chacun de nous se retrouve dans l'opération parce que les Congolais, ils veulent, souvent ils emploient le terme se retrouver. On se demande s'ils sont perdus pour qu'ils puissent se retrouver. Parce que la population locale se dit, bon, avec le cahier des charges, il faut faire
qu'on puisse construire des routes, des hôpitaux, des écoles pour nous, de l'eau, mais quand chacun se retrouve dans l'opération, comment on va encore construire pour vous les écoles? Et vous devez savoir que en ville, une fois les minéraux arrivent, les kilos qui se négocient à 119 $, parce que chacun s'est retrouvé, quelqu'un du village, quelqu'un du centre minier, et en ville aussi. Vous devez savoir, le plus grand problème, c'est l'exportation. Vous l'enlevez du pays pour l'amener vers les industriels qui ont besoin. Vous devez savoir que les industriels ont besoin souvent du tantal. Nous, on n'a pas ces machines pour séparer les coltas de tantal au colombium. Vous devez savoir 1 kg du tantal égale à 3,3 kg de coltan. Et pour amener ces coltas, vous devez utiliser soit les transports maritimes, les transports aériens. Et c'est pourquoi là, il y a l'intervention de grands transporteurs comme Bolloré et d'autres. Et le coût d'importation peut coûter 2,3 à 3 $ pour le kilo dans l'avion. Et une fois que les industriels ont transformé le coltan à tantal, 1 kilo peut se négocier à 400 $. Or, 199 $ c'était le coltan multiplié par 3,3, ce qui fait 396 $. Et la vente du coltan sur le marché international, vous devez savoir que 1 kg coûte aux environs de 700 à 1000 $. Donc ça dépend du marché. Ici, je vous explique la chaîne de valeur pour vous faire voir que chacun se retrouve dans l'opération. Parce que nous, la population, nous voulons qu'on puisse construire pour nous les écoles, de l'eau, mais sans toutefois comprendre comment le système se fait. Parce que ce sont des entrepreneurs, c'est gagnant-gagnant. Ils donnent de l'argent, on lui donne de la matière première, d'autres choses, il s'en fout. Alors pour exporter, je vous ai dit pour avoir la licence d'exportation, vous devez payer entre 3 000 $ pour la cassiterite, 10 000 $ pour le coltan. Donc vous comprenez que ce business, ce n'est pas à la portée de la population locale. Parce que trouver 3 000 $, 10 000 $, la situation que nous traversons, nous sommes des réfugiés internes dans notre pays. Nous manquons à manger, nous manquons à boire, nous ne savons pas investir. Alors trouver ce genre d'argent, c'est un peu difficile. Or, pour exporter les coltans, il faut savoir que maintenant, là, c'est en tonnes. Donc, il faut avoir peut-être 10 tonnes, 20, 30 tonnes. Ça dépend de la production. Il faut savoir que les exportateurs, l'État leur fait payer des taxes. La licence d'exportation, c'est 40 $ par conteneur. L'analyse de l'OCC, c'est 40 $ par CTN. La certification de CEE, c'est 100 $ par conteneur. Les sceaux d'exportation, c'est 60 $ par conteneur. La division des mines, sceaux d'exportation, 30 $. Les déclarations, sceaux d'exportation, 20 $. Sceaux d'exportation, déclaration des témoins gouverneurs, 20 $. La valeur d'exportation par tonne peut coûter 2000 $, sans mettre le fait d'expertise qui peut aller à 2400 ou à 2500. Mais il faut savoir qu'une fois que la tonne arrive à l'étranger,
cette même tonne peut coûter 33 000 $. Donc, vous comprenez que la chaîne de valeur, comment les choses se passent. Donc, chacun se retrouve dans l'opération. Et comme nous le savons, c'est l'État qui prend les taxes. Et c'est l'État qui a l'obligation de faire les retombées sur la population locale, en construisant des routes, en mettant des hôpitaux, des écoles. Mais si une fois l'État aussi ne fait pas ses droits, c'est pourquoi il y a la création de contrebandes, qui asphyxie d'autres secteurs. Parce que le tourisme ne peut pas se faire là où il y a la guerre. L'agriculture, c'est difficile parce que les agriculteurs, ils vont cultiver. Une fois que la récolte est prête, les gens viennent piller, voler, et les commerçants, mais aussi les industriels ont des difficultés à venir parce que la situation ne leur permet pas. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse que nous puissions faire des balances. Que celui qui travaille dans le secteur minier, l'agriculture, le tourisme, le commerce et la transformation, que nous puissions être dans le même niveau d'onde. Que nous ne puissions pas nous retrouver seuls au détriment des autres. Que nous puissions travailler main dans la main. Parce que c'est vrai, je vous explique, mais aussi il y a des contrebandes. Des gens qui, au lieu de passer dans des normes, ils passent aussi dans des voies qui sont frauduleuses. Et je vous ai dit que au niveau du village, le kilo du colta peut coûter 2 $, mais une fois arrivé dans les industriels, ce kilo transformé à tantal qui est recherché peut coûter 1 000 $. Et une fois dans des appareils électroniques, dans des fusées, dans des avions, dans des équipements médicaux, cela peut coûter des millions. C'est pourquoi vous pouvez attendre que la facture électrique coûte 1 million de $. Ce sont les composants qu'on a mis dedans qu'il faut que cette valeur. Ma question c'est de savoir, est-ce que la population locale peut avoir le luxe d'entrer, de payer les billets, quitter Goma pour Kinshasa avec la situation que je viens de vous expliquer? Le problème, ce n'est pas ça. Vous devez savoir que ce n'est pas nous qui fixons les prix. Il y a des gens qui sont au-dessus de nous qui fixent les prix. Mais nous devons diversifier l'économie pour que nous puissions sortir dans la situation que nous traversons.